Salut Alexandre. Salut Nelly. Merci pour ton ticket. Est-ce que tu es prêt? Bah ouais. Allez, je t'en prie. En plus, tu fais partie de ceux qui sont déjà passés dedans il y a un an. Bah ouais, moi j'aime bien les roller coasters, donc. Ouais, c'est ça. T'es fan de sensations, hein? J'aime bien le fait que tu te laisses porter. Ce qui n'est pas forcément le quotidien quand tu es dirigeant d'entreprise où tu dois prendre toujours des décisions et tu es tout le temps à essayer de prendre tu es toujours à essayer d'être en contrôle de ton destin. Et le roller coaster, c'est assez relaxant en fait. Ah oui, tu es tranquille, t'attends que ça passe. T'attends et puis c'est parti, quoi. Voilà, bon, Alexandre, est-ce que tu peux nous repréciser qui tu es? Je m'appelle Alexandre Lingue, je suis cofondateur et CEO de Tudigo. Tudigo qui est la première communauté de particuliers qui investissent en private equity. Donc on est une communauté de près de 100 000 investisseurs qui investissent des tickets de 300 à 3 millions d'euros dans des startups et des PME, du pré-seed à la série B, à la fois en entrant au capital de boîtes, mais également sous forme de dette privée sur des horizons de 12 à 36 mois. Ok, super. Donc une super aventure que tu nous as reproduit en dessin. Ouais. Donc un vrai artiste, hein? Écoute, on essaye, parce que le premier dessin, il était quand même, je pense qu'il n'est pas le même niveau. Donc, ouais, on voit la différence quand même. Il faudra faire un comparable des schémas. Donc on commence. Est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte? Je vois le bulbe, donc l'idée émerge. Alors ouais, c'était même le nom de la première boîte en fait. Tudigo, c'est finalement l'aventure, elle a plus de 10 ans maintenant, parce que ça a commencé avec une première boîte qui s'appelait Bulb in Town en 2013, que j'ai montée avec Stéphane, mon associé, de toujours aujourd'hui d'ailleurs, et qui était une plateforme de crowdfunding local qui permettait à des gens de soutenir des projets de leur quartier. Donc c'était typiquement des gens qui se mettent autour de l'ouverture du resto ou du commerce du coin et qui lui apportent 10, 20, 30, 50 euros en échange d'un repas, en échange d'une invitation à l'inauguration, sorte de tontine et de troc, un peu, qui permettait à des gens de se lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi cette idée? L'idée, c'est un peu la même que celle qui finalement ensuite a donné naissance à Tudigo. J'avais envie de créer un système qui aide des entrepreneurs à se lancer, d'un côté. Et puis j'aimais bien l'idée de pouvoir donner son argent en bas de chez soi. Ouais. Un peu de créer une sorte de circuit court de l'épargne. Alors à l'époque, on ne pouvait pas faire de l'investissement encore parce qu'il n'y avait pas encore de réglementation qui permettait de créer un système, une plateforme digitale permettant de diffuser à un grand nombre de personnes la possibilité d'investir dans le commerce du coin. Et donc, on a créé ce système-là qui en attendant, nous permettait un peu d'avoir cette même idée-là. Avec pas du tout le même impact non plus, parce qu'on se parlait quand même de collecte. Hein. Ce n'était pas des levées de fonds, c'était des collectes de fonds de l'ordre de 3, 5, 10 000 euros. Donc, là où aujourd'hui, on fait des tickets de 300 000 à 3 millions d'euros. Et donc là, on voit quand même sur ta première courbe de dessin, on est plutôt sur une chute. Est-ce que c'est une chute que tu perçois comme l'émotion que tu ressens en tant qu'entrepreneur, ou c'est la difficulté des étapes qui se sont succédées qui font qu'on a l'impression vraiment de descendre plus ça avance? La réalité, c'est qu'en fait, tu es plus... Alors, il y a un truc très rationnel, hein, c'est qu'avec la taille d'une page, en fait, si on va dans ce sens-là, ça laisse plus de place. Donc, en fait, tu fais des diagonales. Mais concrètement, c'est un peu les grandes phases. C'est qu'on a eu en 10 ans, en vérité, il y a beaucoup de up and down. Tu es sur plein de petites montagnes, petites collines. Après, tu peux avoir des traversées du désert. Mais globalement, en fait, la première étape, ça a été quand même une sorte de longue traversée du désert, même si à chaque fois, il y avait des petits éclairs où tu te dis « Ah tiens, ça y est, je vois la lumière au bout du tunnel ». Notamment au début où tout était beau, tu démarres, tu n'as pas de grosses attentes encore, tu es content de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu gagnes tes premiers prix, tes premiers concours, donc c'est pas tout noir non plus. Maintenant, la réalité, c'est que je pense entre 2013 et 2016, on tournait à moins de 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Les 2 premières années, la première année, on a dû faire 10 000 euros, la deuxième année, 50 000. Donc, pas de quoi non plus te nourrir. Heureusement qu'à ce moment-là, tu as le système français avec Pôle emploi, parce que tu sors de job, donc c'est pas mal. Mais tu fais vraiment avec des bouts de ficelle. Ouais. Voilà. Donc là, vous êtes 2 cofondateurs au départ. Ouais.
et pendant 2-3 ans, Ouais. à la force du courage. Ouais, vraiment, vraiment juste, voilà, c'est sweat and tears, diraient les Américains, mais c'est à la sueur de ton front et voilà, où tu travailles, mais on n'a pas levé de fonds. Lorsqu'on a démarré, on a fait un premier tour de table en 2016 avec des gens qui nous suivaient depuis le début et qui aimaient bien l'aventure, qui avaient vu, qui croyaient dans la mission, la vision qu'on avait, qui était de dire tu vas créer un système qui permet à des entrepreneurs de se financer en faisant participer une grande communauté. Donc cette idée qui finalement reste encore dans Tudigo aujourd'hui, qui pensait qu'il y avait un truc à faire, qu'on l'avait juste pas craqué, mais qui voyait qu'on était quand même, on savait encaisser avec Stéphane et que on s'accrochait et que quand même on progressait. On progressait, on n'avait juste pas encore vraiment bam, ouais, c'est bon. Ça, c'est la traction, la réelle traction. Mais bon, ça progressait, on faisait du chiffre, on en faisait toujours un peu plus. Il manquait l'effet d'accélération, mais voilà, on a réussi quand même à réunir en 2016 une vingtaine de gens qui ont apporté un peu plus de 200 000 euros pour nous permettre de faire nos premiers recrutements. Parce qu'avant ça, on faisait vraiment tous les deux les stagiaires, quoi. Finalement, c'est le fait justement de rien lâcher. Enfin, pendant 3 ans, il y a des moments où j'imagine on réfléchit, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est la symbiose des 2 cofondateurs qui fait que vous continuez dans le temps? Alors, au début, je pense c'est ces fameux petits accomplissements qui à chaque fois te donnent le courage de remettre un pied parce que en fait, tu as toujours. Je pense qu'il faut être très optimiste quand tu es entrepreneur parce que tu dois être à la fois. Il y a 2 qualités complètes. Enfin, il faut avoir les 2 qualités. Enfin, qualité et le défaut. Enfin, ça dépend de comment tu. Enfin, je ne sais pas si tu peux dire que c'est un défaut d'être pessimiste, mais il faut être optimiste et pessimiste en même temps. C'est-à-dire qu'il faut pessimiste parce qu'il faut voir tous les trucs qui peuvent potentiellement pas aller, et puis finalement voir ton verre à moitié vide toujours pour aller chercher le truc en plus. Et je pense que ceux qui voient que tout est beau à chaque fois, en fait, il leur manque le truc qui va les rendre exceptionnels derrière. Donc, tu as besoin d'avoir toujours cette vision où tu cherches toujours le truc à améliorer. Mais il faut être aussi assez optimiste parce que la réalité, c'est que aujourd'hui, en général, pendant longtemps, n'est pas à la hauteur de ce que tu avais imaginé. Et puis, ça n'arrive pas du tout aussi vite que ce que tu pensais. Quand tu te lances comme ça, tu te dis, voilà, je vais faire 5 ans et puis ça sera un gros succès et je serai riche et puis je revendrai. Ouais, non, en fait, non, c'est très très long et quand je vois la plupart des beaux succès d'aujourd'hui qui, du jour au lendemain, te donnent le sentiment que ça a été une réussite, en fait, ils ont mis 10 ans à se construire. Et donc, faut vraiment tenir quand même là-dessus. Faut toujours se dire, non mais attends, tiens, il y a un truc qui va arriver et voir dans chaque signal faible une opportunité ou quelque chose qui finalement se passe pas mal, un signal que tu as trouvé quelque chose. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on a tendance à croire que les réussites se sont faites en claquant des doigts et c'est ce que je pense la nouvelle génération a en tête, que voilà, on devient influenceur, on devient entrepreneur du jour au lendemain et finalement, quand on creuse les Instagram, les Facebook, tous ces gens-là, ça fait des vingtaines, trentaines, quarantaines d'années qu'ils sont sur le marché et ça ne s'est pas fait en 3 jours. Ouais. Donc c'est important de le souligner parce qu'on a l'impression que tout doit arriver à court terme, en 1 an. Les Mistral, il n'y en a pas 50 millions sur le marché non plus. Voilà, donc, Ouais, puis Mistral, c'est des fondateurs qui, avant ça, ont bossé sur OpenAI, qui ont bossé chez Google, qui ont déjà monté les autres modèles. Donc, en fait, ils arrivent avec... ils ne partent pas from scratch non plus. Et puis, Mistral, on n'est qu'au début de l'aventure. Exactement. Je ne sais pas si ça va se planter. Hein. Et puis, ça va pas mettre 10 ans à finalement devenir une entreprise qui commence à sortir vraiment du revenu, à être rentable et qui atteint ses objectifs. C'est encore une promesse. Exactement. Donc là, l'étape d'après, c'est le plan se met en place. Ouais. Et puis En fait, le plan se met en place. On commence on cherche, on trouve des modèles économiques qui nous permettent de grandir doucement mais sûrement sur un marché où quand même autour de nous, ça lève des fonds. Donc, ça reste un marché sur lequel, qui est au début, lorsqu'on est encore sur l'époque de Bulbintown, il est assez concurrentiel. Et puis finalement, il n'est pas très gros en termes de potentiel, a des paniers moyens assez faibles. Business qui n'est pas facile et donc qui nous amène à réfléchir à des modèles économiques complémentaires et notamment à mettre en place du SaaS. SaaS Software as a Service. En gros, un modèle, à l'époque, en fait, Bulbintown, qui avait un modèle où le modèle économique était tu collectes des fonds
tu prends un pourcentage sur les montants collectés. On l'a complété avec un modèle de plateforme en marque blanche, c'est-à-dire qu'en fait, on prêtait la technologie, en l'occurrence, à des chambres de commerce, également à des banques, qui voulaient pouvoir montrer qu'elles avaient un outil local de soutien à l'économie locale. Et donc, en fait, tu avais... on s'appelait Bulb Town, tu avais Bulb Land, Bulb Gers, Bulb tu vois, Toulouse. Et donc différentes collabs. On a même fait une collab avec, à l'époque, la presse quotidienne régionale, notamment le groupe Sud-Ouest. Et on avait créé une plateforme qui s'appelait Oxystart pour toute l'Occitanie, avec toutes les chambres de commerce de l'Occitanie. Bref, long story short, on s'est retrouvé à travailler avec 2/3 des chambres de commerce de France et à faire le tour des chambres de commerce pour former des centaines de conseillers au financement participatif et avec à l'appui pour eux une plateforme locale connectée à l'époque à Bulb Town. Voilà. Donc on apprend comme ça, voilà, on a trouvé une manière à l'époque de créer un modèle économique complémentaire qui nous permettait de subvenir à nos charges et de nous laisser le temps de grandir. Et donc là, à ce moment-là, vous étiez en fonds propres ou vous aviez commencé des levées de fonds Eh ben, on était encore, tu veux dire pour Tunigo, pour les boîtes. Oui. Ben, on a commencé à faire la première levée de fonds de test qu'on a fait en fonds propres, donc où on a fait rentrer des gens au capital d'une boîte. C'était finalement en 2016, lorsqu'on a fait notre propre levée de fonds aussi. Et c'était la biscuiterie Jeannette. Ah oui. Là, c'est notre premier un peu rebond et ouais, je pense le premier arc-en-ciel, tu vois, que tu vois, où tu te dis, je commence à voir la lumière. C'était la première levée en capital et donc c'est la première fois qu'on fait une très grosse levée en collecte de dons où on a collecté à l'époque 100 000 euros en échange de madeleine, concrètement sur toute la France. Et puis ça a fait le tour des médias, c'était partout à la télé. C'était pour sauver, c'est ça, une industrie Ouais, c'était une biscuiterie locale qui avait une centaine d'années quand même et qui était à l'arrêt avec les salariés qui occupaient l'usine parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle ferme. Elle était à la barre du tribunal de commerce à l'époque, donc il y avait des emplois en jeu. C'était une institution, tu vois, localement en Normandie, à Caen. Et en fait, on l'a sauvée grâce à Bulb Town, finalement, parce qu'on a réuni 2000 personnes qui ont soutenu cette biscuiterie, et puis ensuite, qui sont même entrées au capital, et ça a rajouté un demi-million d'euros, ce qui, pour l'époque, était très gros. Exact. Aujourd'hui, c'est une micro-levée chez nous, mais à l'époque, c'était assez exceptionnel de pouvoir faire ça, d'autant plus sur un projet qui n'était même pas tech ou digital. Parce que le secteur commençait à émerger du crowdfunding pour appliquer à l'investissement, mais c'était que pour des boîtes qui étaient très digitales, tech, et pas du tout pour l'économie réelle. Et donc nous, on s'est démarqué en allant sur ce créneau-là. Le réglementaire, dans tout ça, vous n'avez pas eu trop d'enjeux parce que finalement, vous arriviez sur un marché financier et il y a des règles. Ouais. Et donc, tu as dû, j'imagine, affronter pas mal de régulations. C'était le début en fait, de la réglementation sur le financement participatif. Et donc, on a été dans les premiers à être approuvés par l'autorité des marchés financiers. Je me souviens, c'est moi qui ai fait le dossier à l'époque, parce que tu t'improvises juriste quand tu es entrepreneur aussi. Tu peux tout apprendre. mais à l'époque, j'avais fait le dossier et moi, j'avais travaillé en direct avec les régulateurs de l'AMF pour nous immatriculer. Et donc voilà, on a pu bénéficier de cette nouvelle réglementation qui, à l'époque, je me souviens, c'était Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron qui l'avaient poussé. Voilà. Et donc là, du coup, ça commence à structurer l'entreprise qui devient finalement un crowdfunding. On commence à se dire, ah oui, tiens, effectivement, si on fait des levées de fonds, cette fois-ci, et pas des collectes de fonds de 5 à 10 000 euros, là, il y a quelque chose qui peut, sur le cœur du business, constituer un modèle économique suffisant pour payer des charges fixes et puis grandir. Parce que là, d'un coup, on se retrouve avec, on passe d'un client qui en moyenne nous rapportait 400-500 euros à un client, donc une entreprise, une levée de fonds qui t'en rapporte entre 30 et 50 000. Donc tout de suite, ça donne d'autres perspectives. Donc là, avec ton associé, à cette époque-là, vous êtes dans la résilience totale, c'est-à-dire que c'est all-in, quoi. Vous travaillez... On bosse avec le compte en banque qui est proche de zéro non-stop, tu vois, parce que c'est un peu... on bosse avec 3 mois de visibilité de trésor, parce qu'on avait à ce moment-là levé que 200 000 euros, là où on était sur un marché sur lequel tous nos concurrents avaient levé déjà plusieurs millions d'euros. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a été un peu tard sur le sujet des levées de fonds pour nous-mêmes, parce qu'on était
On était primo-entrepreneurs en fait avec Stéphane, hein, c'était vraiment notre première aventure et pendant longtemps, et je pense encore aujourd'hui, on essaie de sortir vraiment là, on sort la tête de l'eau beaucoup plus, mais à l'époque on était vraiment toujours dans le dur, dans le business, à essayer de trouver les choses à travailler et on s'est pas vraiment occupé du sujet lever des fonds pour nous. On a été vachement... Et puis en fait on cherchait notre modèle. On n'était pas à l'aise pour vraiment faire une vraie levée de fonds tant qu'on n'avait pas encore trouvé la recette magique. Et toi, du coup, cette notion de recette magique, est-ce que c'était une approche trop perfectionniste finalement? Vous attendiez la recette parfaite et donc du coup, tu peux t'éloigner de la réalité du besoin de trésorerie ou finalement, c'est parce que tu es pris dans le bain et finalement, business first et donc... Tu as deux raisons de lever des fonds, Ouais. je pense. Et il y en a une que je préfère à l'autre, tu vas comprendre, en tant que maintenant, en tant qu'investisseur, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment investisseur. La première, c'est tu manques de trésor et tu as besoin de cash juste pour ne pas fermer. Mais tu ne sais pas vraiment encore, à part ne pas fermer, tu ne sais pas vraiment ce que tu vas faire avec cet argent. Tu trouves des raisons et tu trouves de quoi remplir un pitch deck, trouver des charges en face du besoin. Et c'était un peu l'époque où même d'ailleurs les fonds te demandaient de montrer des creux de trésor. Là, je me souviens très bien de cette époque où on m'a demandé, quand je faisais des BP, de montrer un gros besoin de cash et du coup une trésor qui creuse. Ce avec quoi moi j'étais pas du tout à l'aise déjà à l'époque parce que avec Stéphane on n'aimait pas cette idée-là de se mettre dans l'ultra rouge pour justifier d'avoir besoin de fonds. Et la deuxième raison de lever des fonds, c'est tu as trouvé quelque chose qui marche, tu as trouvé ta croissance, en fait, ce que j'appelle le product market fit, qui est j'ai le produit, j'ai le marché, et j'ai trouvé comment en fait les faire se rencontrer. J'ai trouvé comment faire passer ma proposition de valeur, comment le vendre à 1, à 2, 3, et en fait derrière à beaucoup de clients parce que ça fonctionne. Et puis j'ai trouvé comment l'exécuter. Et là, en revanche, je sais combien me coûte finalement l'acquisition d'un client, que ce soit en marketing, en commercial, et combien coûte d'opérer un client. Et puis je sais combien ça me rapporte. Idéalement, ce que ça me rapporte versus ce que ça me coûte, c'est positif, sinon c'est pas très bon. Et donc, j'ai besoin maintenant de cash pour pouvoir accélérer ça et passer d'une boîte qui ferait, je sais pas, tu vois, 20% de croissance annuelle à une boîte qui va en faire 100% de croissance annuelle. Et ça, pour moi, c'est la bonne raison de lever des fonds parce que tu sais et tu maîtrises tes leviers d'accélération. Alors, à l'époque, c'était pas le cas. On n'avait pas encore trouvé. C'est-à-dire qu'on avait des signaux et on se disait « Ah tiens, j'ai trouvé ». Mais en fait, pas sûr. Voilà. Bon, au final, en 2018, on se dit qu'on a trouvé et qu'il nous manque juste du cash. Et donc là, on fait notre première, entre guillemets, vraie levée de fonds. Je dis première vraie levée de fonds parce qu'on ne l'a pas fait auprès de fonds. Au final, on se retrouve à nouveau avec une sorte de traversée du désert parce qu'on bosse à ce moment-là, on lève auprès d'un family office qui nous fait tourner en bourrique pendant 6-9 mois et qui, à la fin du process, lorsqu'on a dans notre plan de trésor, plus de trésor, nous fait une proposition à la moitié de la valo et avec la moitié du montant. Parce qu'ils savaient que vous étiez en position de faiblesse finalement. Oui, exactement. Et donc on découvre aussi un aspect des levées qui est ne pas lever de fonds quand tu as besoin de lever des fonds. En fait, c'est un peu tout ça, c'est contre-intuitif en fait quand tu es entrepreneur et c'est pas tout ce qu'on te dit à l'époque d'ailleurs. Voilà. Donc au final, en recevant cette proposition, Stéphane et moi qui sommes qui avons je pense qu'un peu de fierté, tu vois, mal placé, bien placé, je sais pas. On se dit, on n'a vraiment pas envie de prendre cette proposition. Et donc en fait, on teste d'envoyer un message à notre communauté d'investisseurs. Alors à l'époque, il y a une sous-section de cette communauté pour voir s'ils seraient intéressés pour investir. Et donc en 2 semaines, en fait, on réunit 1 million, 1,2 million. Et donc plus que ce que le Family Office nous avait proposé. Et du coup, on dit au Family Office, allez se revoir. Ce qui prend étonnamment très mal en plus. Voilà, parce qu'en plus, on lui dit gentiment que juste on n'ira pas, mais il le prend très très mal. Ce que j'avais trouvé assez fort en cacao, parce qu'au final, il nous avait quand même il nous l'avait fait complètement à l'envers, mais voilà. Donc ça nous permet mais ça nous apprend quand même quelque chose et ça nous donne une mission à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je comprends quel est le process réel auquel font face les entrepreneurs qui lèvent des fonds. Et je me dis, il faut qu'avec Tudigo, parce que c'est à ce moment-là, en 2018, qu'on devient Tudigo,
il faut qu'on crée une expérience de levée de fonds qui soit complètement différente, dans laquelle en fait tu renverses les cartes, dans laquelle en fait tu diversifies les sources de financement, donc tu reposes pas sur une personne qui va décider de ton sort, et tu crées un process de levée de fonds qui est beaucoup plus rapide, parce que en fait en tant qu'entrepreneur, il y a deux choses. Traîner 6 à 9 mois sur ton process, enfin, c'est hyper éprouvant. Ça consomme beaucoup d'énergie. Cette énergie-là, au lieu de la mettre dans le développement du business, bah, tu l'utilises et tu la brûles dans un process de levée de fonds qui ne fait pas avancer ta boîte. Et donc voilà, il faut qu'on crée une solution qui permette aux entrepreneurs de lever vite, bien, sans effort de l'entrepreneur des fonds. Finalement, c'est ton vécu, l'expérience que vous avez vécue, qui tu l'as retranscrit dans ton entreprise. Oui, exactement. Et puis on profite aussi en fait des interactions qu'on a avec les fonds pour aussi réfléchir côté investisseur à ce qu'on doit mettre en place pour avoir quand même qu'un équilibre. Parce que à l'époque déjà, notre agrément l'agrément de l'époque s'appelle Conseil en investissement participatif, qui en fait conseille aux investisseurs. Donc il y a une dimension qu'on commence à se dire qu'il faut qu'on prenne en compte, qui est qu'on n'est pas là pour lever des fonds, mais on est là quand même pour conseiller les investisseurs. Bien sûr. Et donc il faut réussir à trouver quelque chose qui soit gagnant-gagnant. Ouais. Là, la période du Covid arrive. Ouais. Pour tout le monde. Pour tout le monde, mais beaucoup pour nous aussi. Ouais. En fait, c'est pour tout le monde parce que finalement, on est donc entre 2018, on arrive à lever des fonds, donc on se dit que ça va plutôt bien. On commence à trouver des boîtes, pour répéter l'expérience Jeannette. Mais bon, ça reste quand même assez épisodique et puis c'est un peu encore en up down, hein, c'est encore roller coaster, tu vois, avec sans un énorme up, tu vois, sans vraiment le pic, parce que on n'a pas totalement trouvé le product market fit. On pense qu'on l'a trouvé, mais on n'a pas encore trouvé la recette de l'accélération. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, il y a deux choses. Un, notre thèse d'investissement, qui est assez limitante, parce que on s'était dit, on était une plateforme de crowdfunding locale, on va rester sur cet angle-là, et donc ça nous amène à financer principalement que des boîtes de l'économie réelle, donc des distilleries, des brasseries, des boîtes dans l'agroalimentaire, des restaurants. Je te la fais courte, le Covid arrive, c'est les business qui sont affectés en premier par cette crise. Donc déjà, ça manque de diversification, ce qui n'est pas bon d'un point de vue économique, qui n'est pas bon aussi du point de vue des investisseurs, qui ont peut-être envie d'investir dans d'autres trucs. Et puis à l'époque, en fait, on a hérité, on n'a pas coupé la boîte précédente, c'est-à-dire qu'on a hérité de la structure précédente qui était Bull Beantown, avec une équipe qui finalement était adaptée à ce qu'on était avant, et pas à ce qu'on allait devenir. Donc la transition, il fallait gérer la transition d'entreprise. Il fallait une transition et il nous fallait une bonne crise. Parce qu'en fait, la crise nous a mis complètement à l'arrêt. Parce qu'en fait, tous les business pour lesquels on levait étaient à l'arrêt, donc forcément, on ne levait plus. Et puis la crise, en fait, comme on a vraiment été à l'arrêt, mais complet pendant 9 mois, nous a mis en telle tension que ça nous a aidé à nous dire on peut changer complètement le modèle. Donc finalement, en 9 mois, là où certains auraient jeté l'éponge, vous, ça a été 9 mois de remise en question, de restructuration. On a pensé 9 mois à jeter l'éponge. Quand même. Ouais, non, si, pendant 6 mois, je pense sur les 9, on a pensé pendant 6 mois. Et comment, justement, pendant 6 mois, c'est long, c'est court et long. Quand on y est, c'est long. C'était très long. Comment tu gères la situation face à tes collaborateurs, face à... C'est l'association qui permet de tenir L'association, à cette époque, était en tension. En plus. Parce que ça faisait avec Stéphane quand même, donc en 2020, ça faisait 7 ans quand même, donc qu'on était ensemble sur les mêmes aventures, sans avoir, en 7 ans, remis en question notre façon de travailler, notre façon de fonctionner, l'organisation. On n'était même pas aux bons endroits dans la boîte. On avait une gestion où on faisait un peu tout chacun, mais voilà, on n'avait pas démarqué vraiment les rôles en fonction de nos forces. Donc c'est à ce moment-là, Stéphane comme moi, en fait, on pense à tour de rôle à reprendre la boîte à l'autre et puis l'un à l'autre à tout arrêter. Ça, c'est la réalité. De l'autre côté, on a des employés qui sont à l'arrêt, en chômage partiel, donc forcément, c'est une période qui est très compliquée. Ce qui nous a sauvés, je pense, c'est le fait que en 2000, un des éléments qui nous a fait tenir, je pense, c'est un mix entre de l'obstination, parce qu'en fait on est très têtu avec Stéphane malgré tout, et on est très mauvais perdant en fait. Stéphane il est mauvais perdant, et moi j'adore gagner,
Et donc, bon, naturellement, du coup, j'aime pas perdre. Mais j'accepte de perdre. En fait, j'accepte de perdre, mais je perds temporairement. Mais j'aime tellement gagner qu'il faut que voilà, ça me fait revenir dans le round suivant, quoi. Donc c'est la clé de la persistance là, dans toute cette période. C'est une des clés. Et la deuxième, je pense, en tout cas, je parle pour moi, mais Stéphane aussi, c'est notre sens de la responsabilité par rapport aux gens qu'on avait embarqués dans l'aventure. Parce qu'en fait, on a très tôt senti que si on acceptait de l'argent de gens, et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu le faire, on n'a pas voulu lever des fonds quand on ne connaissait pas du tout le modèle, on était redevable de la confiance qu'ils nous avaient accordée. Et donc même si évidemment c'est le risque qu'ils acceptent, on s'est dit, ils nous ont fait confiance, on ne peut pas jeter l'éponge comme ça juste parce que c'est dur. Et pour revenir sur ce que tu disais au début, aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie, 49% des fondateurs qui pensent à arrêter, qui sont en burn-out. Ouais, mais bon. En fait, c'est vrai, je comprends en même temps, parce que tu ne t'attends pas à ça et on t'a peut-être vendu des success stories et ça, plus un effet générationnel qui fait que les gens veulent des choses rapides, faciles, voilà, et donc ils n'ont pas forcément le sens de l'effort comme en fait il faut l'avoir quand tu es entrepreneur. Mais bon, ça, Stéphane et moi, je pense qu'on l'a à l'époque et donc aidé par certains de nos actionnaires du début, on trouve en fait ce qui ne va pas et en fait ce qui va de manière évidente pas. Et donc on arrive à remettre, à créer une autre organisation et une idée de ce que pourrait être la boîte et qu'on se dit qu'on va tester en septembre. Et c'est là qu'en fait on redémarre et vraiment à zéro l'entreprise. C'est un phénix. Vous renaissez de vos cendres. Ouais, voilà. Au final, on n'a pas laissé mourir l'entreprise, mais en septembre 2020, on redémarre. On a une équipe de 20 personnes, mais en fait, on redémarre tout depuis Bordeaux avec 4 personnes, dont 3 alternants, voilà, notamment Romain et Théo, qui je pense ont été très clés dans l'aventure à l'époque. Maëva également, qui est aujourd'hui encore chez nous, qui est une de nos meilleures conseillères en investissement, avec qui en fait on relance un nouveau Tudigo, qui est un Tudigo qui a une thèse d'investissement agnostique avec l'impact pris en compte et au centre, et qui souhaite se comporter comme vraiment un investisseur professionnel, avec une orientation très investisseur, et l'idée que on va aller chercher les meilleures opportunités, négocier les conditions financières et juridiques pour nos investisseurs, suivre nos participations et puis amener du conseil pour créer des portefeuilles d'investissement hyper intéressants, diversifiés et dynamiques pour nos investisseurs. Et là, c'est l'hypercroissance. Et là, c'est là que ça commence l'hypercroissance parce qu'en fait, on fait 3 fois notre meilleur trimestre ever, au trimestre 4 2020. Et donc, on passe en 2020, on fait 6 millions de volume d'investissement, on passe en 2021, on fait 14 millions. En 2022, on en fait 40. En 2023, quasiment 65. Et puis, cette année, on se dirige vers les 100 millions. Et puis, on passe d'une entreprise qui était déficitaire à une entreprise qui est rentable, avec une rentabilité à plus de 7 chiffres, et qui, là, avoisine les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et 60 collabs. Et puis, voilà. Donc, une boîte qui est en pleine croissance et qui a fait pendant 3 ans de suite, qui a doublé de taille. Donc ça montre un petit peu également qu'il n'y a pas de règles finalement, parce que vous avez tenu le coup pendant 7 ans presque, à vivoter, à creuser, à tirer les ficelles entre elles, et finalement c'est à la 7e année un déclic. Un combat à mener. Ouais, c'est à la 7e année, je pense, un déclic et l'opportunité de redémarrer. Ça, c'est pas facile. C'est qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui réussissent. Ils ont planté quelques entreprises avant. Nous, on s'est refusé à planter la boîte, mais en fait, c'est comme si on l'avait planté plusieurs fois à l'intérieur de la même structure. Donc, on a passé de Bulb Town à Tudigo, et en fait, on a fait 4 versions de Tudigo, mais à chaque fois, c'était des échecs desquels on apprenait, on rebondissait. Et je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, on n'aurait pas appris ce qu'on sait aujourd'hui si on n'avait pas eu ça. Et justement, cette notion d'avoir gardé la société, parce qu'on dit souvent, quand tu es entrepreneur, au bout de 3 ans, tu commences à avoir une vieille société, ce qui n'est pas vraiment le cas en soi. Ouais. Mais cette notion-là de garder, au bout de la 7e année, est-ce que justement le regard des investisseurs, lâcher l'affaire, non c'est ça qui était assez étonnant, c'est qu'en fait, quand on a commencé à cranter, à partir du moment où là, tu vois, en 2021, ça commence à être, on voit qu'il y a une accélération, on commence à se dire il faut qu'on lève des fonds, 2022 encore plus. Le regard des investisseurs professionnels de l'époque, c'est non mais c'est une vieille boîte. Oui, voilà. Donc en fait, ils préféraient à l'époque investir dans une boîte qui avait 2 ans,
1 an, 2 ans, avec un jeune fondateur. Et puis nous, on était considérés comme des entrepreneurs pas assez dynamiques, si tu veux. En fait, c'est juste qu'on a mis du temps, et puis on a mis du temps à apprendre les choses. Et en revanche, maintenant qu'on sait, ouais, c'est parti, quoi. En revanche, on met plein gaz. Maintenant, ça change. Maintenant, on est contacté par les fonds de growth, par des très gros fonds, parce qu'ils voient qu'on est une des rares fintech à pouvoir à la fois combiner de l'hypercroissance avec une grosse rentabilité. Et puis, ils commencent à comprendre la vision qu'on avait, qui je pense est bien plus grande que ce qui s'appelait le crowdfunding ou le financement participatif. Parce qu'aujourd'hui, Tuligo, finalement, c'est beaucoup plus que ça. C'est devenu la première communauté d'investisseurs particuliers de France. On compare par rapport aux autres acteurs européens du crowdfunding, en fait, on est les plus gros sur le segment de l'investissement en capital. Et puis, en fait, surtout, c'est la porte des particuliers vers le monde merveilleux du private equity. Et inversement, c'est le sas d'entrée vers le marché des particuliers pour les acteurs du private equity. Ce qui est en fait un marché gigantesque et à la fois du côté des épargnants et puis du côté du private equity. Est-ce que tu as un conseil pour nos auditeurs qui entreprennent ? C'est dur ça, parce que le conseil, il y en a beaucoup. Enfin, je pense que le conseil que j'aurais, c'est de savoir faire preuve à la fois d'obstination, mais également de beaucoup d'objectivité, s'ils y arrivent. C'est-à-dire que de toujours regarder son business pour ce qu'il est, tout en ayant un œil sur ce qui devrait être et pourrait devenir. Et ça c'est mon premier. Je vais en donner un deuxième quand même, parce que je le donne pour toutes les boîtes qu'on accompagne. C'est de savoir combiner, aller chercher de la croissance avec un bon pilotage financier. Parce qu'à la fin, si les fonds ne sont pas là pour te sauver, si les banques ne sont pas là pour te financer, il faut pouvoir compter sur ta trésor et ta capacité à générer des cash flows. Tout simplement. Voilà. Merci infiniment, Alexandre. Je te laisse signer ton petit ticket de passage dans le roller coaster. Et merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Merci de le partager, de le commenter. Merci à toi, Alexandre. Et à bientôt à tous. Merci, Nelly.